ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bien négocier son départ pour prendre son envol. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, étant donné qu'il est non seulement investisseur, mais il est également et surtout avocat, spécialisé en droit du travail. C'est Jean Martinez. J'ai appris à le connaître à travers une autre personne que j'ai interviewée, c'est-à-dire Antoine Dalen. Donc merci Antoine de nous avoir mis en relation. Et l'idée de cet épisode, c'est que j'ai envie que l'on parle de, une fois que vos investissements sont en place, que vous avez terminé d'investir, que vous êtes, entre guillemets, prêt à vous dire, maintenant c'est bon, je quitte mon travail, c'est là que Jean Martinez va nous aider. Il va nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour réussir à optimiser ce départ, comment est-ce qu'on approche son employeur pour lui demander, au fait, ça y est, alors on va peut-être pas lui dire je suis devenu rentier en immobilier, je m'en vais. Donc on va en discuter. Mais justement, Jean Martinez, il est là pour ça. Donc, salut Jean Martinez, enchanté Salut que tu fasses Dorine. le podcast. Salut Dorine, je suis ravi d'être là. Très très bien. Donc, alors est-ce que j'ai bien raison? Tu es bien avocat spécialisé en droit du travail ou ça se dit comme ça ou c'est pas Ouais, une c'est ça. spécialité? Ouais. C'est ça, je suis avocat au barreau de Marseille, donc j'appartiens à un cabinet dont je suis un des co-gérants, qui s'appelle One Société d'avocats. J'exerce depuis 2006 et j'ai ce qu'on appelle dans la profession un certificat de spécialiste en droit du travail. Donc c'est ma matière qui me passionne, dans laquelle j'ai différentes activités. Et une de ces activités, c'est la gestion des départs négociés. Très bien. Alors, excellent. Et en fait, je considère que finalement, dans la vie d'aujourd'hui, comme on revoit un peu sa façon de vivre et que surtout, je pense que les gens qui écoutent le podcast, ce sont tous des personnes qui aspirent, en tout cas, à un moment donné, de lever le pied ou de trouver des solutions alternatives pour vivre différemment, peut-être même pour créer leur entreprise. Il y a peut-être plusieurs profils dans les personnes qui nous écoutent. Et je pense que ça peut vraiment intéresser la grande majorité des gens qui vont nous écouter. Donc, déjà, on va parler de toi, Jean, pour que on apprenne déjà un tout petit peu à te connaître. Est-ce que tu as déjà investi en immobilier? Qu'est-ce que tu as comme patrimoine? Parce que moi, je trouve ça toujours important de savoir, est-ce que tu es aussi investisseur? Est-ce que tu as aussi cette petite casquette de ton côté? Ouais, alors je suis marié, on a 4 enfants, on attend le 5e. Et notre premier achat, on était un jeune couple à Paris, c'est l'achat de notre résidence principale. Alors je sais que c'est contraire au principe que tu enseignes, mais on avait vraiment ce choix d'être propriétaire de l'endroit où on habitait. Il se trouve que c'est une propriété qu'on a gardée, c'est un appartement parisien auquel on est attaché et qu'on a conservé. Au départ, on a fait des choix d'investissement il y a 10 ans à Marseille qu'on n'a pas bien compris. On s'est dit il faut faire quelque chose, il faut sans doute défiscaliser, et on est arrivé là-dedans comme profane, mais sans faire la prise de conscience et l'éducation permettant de faire des choix éclairés. Et c'est là qu'est arrivé Antoine Dalen, qu'on connaît par les scouts à Marseille, et son approche nous a beaucoup servi. Donc là, on est sur le point de dégager des marges de manœuvre qui vont nous permettre d'investir dans l'immobilier. Donc on est un peu au seuil de la démarche. Et donc ce que j'aimerais partager avec toi et avec les auditeurs, c'est l'approche dans laquelle on s'est retrouvé, que je résumerai en 3 éléments. D'abord, il faut partir par la définition de ce qu'on désire, de ce qu'on veut faire. C'est d'ailleurs un point commun avec peut-être le point de départ de quelqu'un qui va quitter son emploi. Pourquoi est-ce que je quitte mon emploi? Pourquoi faire? Quelle est mon aspiration? Donc, partir de ce qu'on désire faire avant de réfléchir technique. Ensuite, faire des choses qu'on comprend, dans lesquelles on se retrouve, pas juste parce que ça rentre dans une case de bénéfice fiscal ou autre. Et prendre conscience qu'il y a des outils, quelque chose de tout simple, dont j'avais pas conscience, puisque comme tout bon juriste, je suis un cordonnier mal chaussé
et je ne relis pas les contrats de prêt dans toutes leurs petites lignes. Mais quand Antoine nous a expliqué que tout simplement on pouvait faire un report d'échéance de façon à se reconstituer une trésorerie, bah, c'est quelque chose qui est en fait accessible. Et pour la plupart des contrats qu'il prévoit, c'est quand même très appréciable. Donc voilà en gros le profil d'investisseur modeste qu'on est aujourd'hui avec notre famille. Ok, mais t'es en cours pour progresser et continuer tes investissements, donc voilà. Donc c'est cool. Ok, donc maintenant tout le monde te connaît à peu près. On a fait vraiment, je suis sûre que t'es beaucoup plus complexe qu'en 5 minutes, mais en tout cas on a compris un petit peu comment ce que t'avais fait. Donc plutôt, on va dire des investissements classiques, comme un Français classique, pas particulièrement avancé sur l'investissement, mais t'as fait des trucs. Et du coup, t'avais envie de me parler de la rupture conventionnelle. En plus, c'est super intéressant parce que moi, c'est une problématique sur laquelle j'ai été confrontée avec mon ancien emploi, de réussir à négocier cette fameuse rupture conventionnelle, ce qui a été un peu compliqué. Et du coup, j'ai envie que Jack, tu nous partages, parce que tu m'as partagé quelques chiffres avant l'épisode. J'aimerais bien que tu les repartages pour que les gens se rendent compte, en fait, à quel point c'est hyper répandu de négocier une rupture conventionnelle. C'est très, très répandu. C'est un outil qui date de 2008. Donc, c'est vraiment ancien. Attends, tu veux dire qu'avant, il n'y avait pas la rupture conventionnelle? Et non, comment on faisait au fait? Bah ouais, comment on faisait avant? Voilà, il y a un certain nombre de gens qui nous écoutent qui sont nés professionnellement avec la rupture conventionnelle, donc ça fait partie des meubles. Mais avant, pour les gens qui voulaient partir de leur entreprise sans démissionner, mais avec le chômage, il y avait ce qu'on pourrait appeler le licenciement négocié. C'est-à-dire que on se mettait d'accord avec son employeur pour avoir un licenciement qui généralement donnait lieu à ce qu'on appelle une transaction, c'est-à-dire qu'il y a un licenciement et ensuite on signe un accord pour dire que on n'aura pas de contestation et on ne se doit plus rien. Ça, c'est quelque chose qui demeure, mais aujourd'hui, le mode très majoritaire de départ négocié, c'est la fameuse rupture conventionnelle. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a apporté, cette rupture conventionnelle, par rapport à ce licenciement négocié qu'il y avait avant? Ça a fait un changement? Juridiquement, ça change quelque chose? C'est la simplicité? Voilà. Parce que un licenciement, chronologiquement, un licenciement négocié, chronologiquement, c'est d'abord un licenciement et après la signature d'une transaction. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est une transaction? Pourquoi il y a tant de clauses, etc. Aujourd'hui, c'est un CERFA, la rupture conventionnelle. Donc c'est un moyen grand public qui permet de manière simple, de la même manière qu'on s'est mis d'accord pour commencer à collaborer en signant ensemble un CDI, on va se mettre d'accord pour se séparer. En signant le CERFA de rupture conventionnelle, avec ses différentes étapes sur lesquelles on pourra revenir, il y a un délai de rétractation, puis après il y a une homologation par l'administration, mais c'est simple. Et comme c'est simple, ça a très bien marché. Pour répondre à ta question sur les chiffres, aujourd'hui, il y a à peu près 37 000 ruptures conventionnelles par mois. C'est beaucoup et donc ça veut dire que c'est banal. C'est un mode de rupture qui est ordinaire. C'est pas le plus gros motif de rupture. Pour comparer les chiffres, on a chaque mois à peu près 160 000 démissions. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, malgré la rupture conventionnelle, la démission reste le mode majoritaire de rupture du CDI. Mais il y a quand même 37 000 ruptures conventionnelles et à côté de ça, il y a aussi à peu près 60 000 licenciements par mois. Et c'est intéressant parce que tu veux dire que les personnes qui démissionnent, est-ce que c'est des personnes mal informées ou est-ce que c'est parce que ce sont des personnes qui de toute façon ont trouvé un emploi derrière et du coup s'en fichent entre guillemets d'avoir une rupture conventionnelle et démissionnent parce qu'ils ont un emploi juste derrière? C'est essentiellement des gens qui en fait démissionnent pour prendre un emploi qui a déjà été conclu. Ça, c'est clair. Hein. Mais parmi ceux-là, il y en a tout de même qui cherchent à négocier leur rupture conventionnelle pour avoir, en quelque sorte, pour engranger le bénéfice de leur ancienneté, puisque ce sur quoi on va sûrement revenir en détail, c'est que l'une des choses qu'on a avec une rupture conventionnelle, c'est une indemnité, et que cette indemnité est largement déterminée par l'ancienneté. Donc bon, en gros, le mouvement naturel de quelqu'un qui a retrouvé un job, qui veut partir, statistiquement, ça reste la démission, mais il y a quand même 37 000 personnes par mois qui signent une rupture conventionnelle en moyenne. Donc c'est beaucoup, et là-dedans, il y a une variété de situations, parce que au fond, qui c'est qui veut la rupture conventionnelle? C'est l'employeur ou c'est le salarié?
Ouais, bah ça on va y venir. Alors du coup, parce que j'avais deux questions qui me viennent encore parce que j'aime bien tout comprendre. Est-ce que tu veux dire que si par exemple quelqu'un veut changer d'emploi, par exemple j'ai trouvé un autre CDI ailleurs, est-ce qu'il y a un intérêt pour moi à quand même essayer de négocier une rupture conventionnelle plutôt que de démissionner? Ou dans ce cas-là, si de toute façon je reprends un emploi derrière, l'un ou l'autre, on s'en fiche, ça revient au même? Il y a un intérêt d'avoir une rupture conventionnelle, c'est qu'à ce moment-là, on est certain d'être couvert si jamais il y a après une rupture de période d'essai. On pourra fournir le détail des cas de figure en lien dans ton épisode, mais la rupture conventionnelle fait que on est certain d'avoir une couverture chômage si jamais l'emploi qu'on a après connaît une interruption prématurée. Voilà. Ok. Ça, c'est un avantage tangible qu'on peut trouver. Sinon, essentiellement, la rupture conventionnelle, c'est l'occasion pour le salarié d'obtenir une indemnité. Quand on a déjà trouvé un emploi, le bénéfice de la rupture conventionnelle, c'est de l'argent, pour parler clairement. C'est l'indemnité qui est prévue en cas de rupture conventionnelle. Donc, on va comprendre quoi, comment, est-ce que ça dépend de la convention collective, de l'âge, de l'ancienneté, du salaire, etc. Ça, c'est le détail des choses. Mais fondamentalement, une rupture conventionnelle, c'est deux choses. C'est le chômage, le bénéfice de l'allocation chômage. Mais dans ta question, c'est pas l'hypothèse, puisque la personne a déjà son job. Donc, c'est le bénéfice de l'allocation chômage. C'est quand même beaucoup pour ça que la rupture conventionnelle est souhaitée par des personnes. Et c'est une indemnité qui va être grande ou petite selon les paramètres, mais c'est de l'argent. Donc, il y a des gens, vu que c'est une démarche assez banale, qui se disent, pourquoi pas moi? Et qui vont se le dire d'autant plus que peut-être, et on mord un peu sur pourquoi est-ce que mon entreprise accepterait de signer? Pourquoi? C'est parce que peut-être elle trouve son intérêt dans le départ du collaborateur. Et quand on arrive à sentir ça, on peut combiner une démarche où au fond on s'est déjà recasé, parce qu'on a un job qui nous attend. L'employeur attend juste qu'on finisse notre préavis, donc typiquement 3 mois pour un cadre. En fait non, on va faire autre chose, on va faire une rupture conventionnelle, on va avoir son indemnité et on arrivera d'ailleurs potentiellement plus tôt chez son nouvel employeur puisque la rupture conventionnelle c'est assez court comme étape. Mais alors déjà tu m'as appris quelque chose parce que du coup je sais que si jamais j'étais salarié et que je voudrais changer de travail, qu'en réalité il faut vraiment envisager quand même la rupture conventionnelle et la démission en plan B si jamais on n'arrive pas à trouver enfin je sais pas, c'est peut-être une généralité qui est trop généraliste, mais je serais pas aussi systématique. Et là je reviens avec une des idées que j'ai appris à découvrir sur le terrain de l'investissement, c'est qu'il faut faire des choses avec lesquelles on se sent à l'aise. Oui. Il n'y a pas de droit à la rupture conventionnelle. Et c'est la première chose que dira un employeur. Moi, je conseille en grande majorité des employeurs, même si j'accompagne beaucoup aussi de cadres dans des départs négociés. L'employeur qui voit arriver quelqu'un et qui lui dit, en fait, est-ce que je pourrais avoir ma RC? Peut lui dire, je te la dois pas, la RC. Pourquoi est-ce que je te la signerais? J'ai bien compris que tu veux partir. D'ailleurs, tu as ton job qui t'attend chez le voisin dans l'autre pâté de maison. Donc, ça n'est pas un droit. Et comme ça n'est pas un droit, on peut très bien se dire, non, je vais pas le demander. Donc, je dirais pas qu'on doit diffuser cette idée que faut forcément aller chercher ça alors même qu'on pourrait simplement démissionner. Il faut, en fonction de ce qu'on a vécu dans l'entreprise, en fonction du moment dans lequel on est dans la vie, se demander simplement si c'est quelque chose qu'on veut obtenir. Ok. En tout cas, donc du coup, d'ouvrir en tête dans l'esprit des gens que c'est une option qu'ils peuvent envisager. Tout à fait. En fonction de leur contexte. Se mettre d'accord. Voilà. Ok. Ok, donc ça c'est déjà très intéressant. Et du coup, par rapport aux démissions, en fait, est-ce qu'il y a aussi des solutions pour démissionner tout en ayant quand même une indemnité chômage? Tout à fait. Il y a des démissions indemnisées, des démissions qui donnent droit à l'allocation chômage. On va en citer deux parce que c'est quand même les cas principaux. Il y a la fameuse démission pour suivi de conjoint. Donc là, on considère que la démission est contrainte parce que le foyer déménage et le suivi de conjoint entraîne la rupture du CDI de l'autre conjoint. Donc ça, c'est une hypothèse qui est ancienne. Une hypothèse qui est plus récente dans la réglementation, c'est la démission reconversion. Et ça peut aussi intéresser des gens qui se disposent à vivre de leur investissement. Parce que pour devenir un investisseur immobilier de métier, entre guillemets, comme toi, tu vas pas me dire le contraire, il faut quand même se former.
Et donc, dans ce domaine comme dans d'autres, que ce soit ouvrir un camion pizza ou devenir consultant en marketing, en freelance, il y a une dimension de reconversion qui peut être acceptée par un organisme qui s'appelle Transition Pro Île-de-France, Transition Pro PACA, ça dépend de l'endroit où on est. Et si on fait valider son projet de reconversion avec un business plan, après avoir vu un conseiller en évolution professionnelle, et que on a 5 ans d'affiliation continue à l'assurance chômage, concrètement un emploi qui a duré au moins 5 ans. Donc si on a ces 3 conditions, on a fait valider par un CEP, on a fait valider son business plan par Transition Pro, et on sort d'un emploi où on a 5 années continues, c'est inflexible comme condition. S'il manque un jour, c'est pas bon, il faut attendre un peu. Pardon, CEP, t'as dit le mot CEP. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. C'est son petit nom, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le conseil en évolution professionnelle. Ah, ok, une chose à laquelle on a droit quand on est salarié. Ok, donc le conseil en évolution professionnelle. Ouais. Le deuxième, c'est Transition Pro. Ça, c'est un organisme de l'État un peu. Oui, on va dire, voilà, c'est un organisme à caractère public qui a différentes fonctions, entre autres celle de valider les quelques dossiers de démission reconversion, parce qu'aujourd'hui, c'est pas énorme quand même. Faut savoir que ça existe. Hein, c'est comme le report d'échéance bancaire. On va pas forcément faire ça tous les 4 matins, mais il faut savoir que ça existe. Donc ça, c'est la démission reconversion. Ça peut être très intéressant. Moi, j'ai accompagné des personnes qui ont bénéficié de ça. L'information publique disponible est suffisante. On explique aussi ça sur jobexit.fr, il se trouve que je suis aussi fondateur d'une solution logicielle qui chiffre les ruptures de contrat, hein, les indemnités de rupture et puis le chômage. Donc c'est facile de se renseigner là-dessus. Et donc voilà, pour répondre à ta question, il y a des cas dans lesquels on peut démissionner et malgré tout avoir le chômage, mais c'est l'exception. Ok, mais en tout cas, c'est bien de le savoir parce que on va voir après comment est-ce qu'on fait pour obtenir sa rupture conventionnelle. Et moi, je sais que comme dans toute négociation, de bien connaître ses plans B, c'est la base pour bien démarrer une négociation. Donc du coup, maintenant, on va avancer avec toi, Jean, pour que tu nous donnes un petit peu le mode d'emploi de... Voilà, je suis motivée, je me dis, il y a moyen que je tente une rupture conventionnelle avec mon employeur. J'ai envie pour des raisons personnelles, dans mon contexte, je me sens à l'aise avec l'idée de tenter une négociation de rupture conventionnelle. Comment je m'y prends? Quelles sont les étapes? Tout à fait. Alors, je me sens à l'aise avec cette idée ou j'en ai absolument besoin. Oui. Parce que ça peut être ça aussi. C'est que j'ai une période de transition que je vais devoir financer. Et je vais chercher à la financer par différentes choses, mais ça passe forcément par le filet de sécurité de l'allocation chômage. Donc, que j'en ai très envie pour des raisons personnelles ou par nécessité financière, je me dis, objectif, rupture conventionnelle. Comment est-ce qu'on peut obtenir ça? Une fois qu'on a dit qu'il faut être 2 pour signer une RC, hein, on la signe pas avec soi-même, on la signe avec son employeur. J'ai l'habitude de dire que les entreprises acceptent la rupture conventionnelle par habitude, par gratitude ou par intérêt. Vraiment, dans tous les dossiers qu'on voit, à la fois dans son entourage ou moi dans ma pratique professionnelle, que je sois d'ailleurs conseil d'un salarié qui veut partir ou d'un employeur qui dit oui, ok pour mon gris-gris en bas du CERFA, c'est ça. Alors par habitude, par gratitude ou par intérêt, on pourra développer tout ça, mais en gros c'est quoi? Par habitude, c'est qu'il y a des entreprises qui signent les RC. Voilà. Souvent c'est des entreprises où il y a une rotation forte des effectifs, où l'employeur se dit de toute façon chez moi les gens ils ont pas beaucoup d'ancienneté donc ça coûte pas très cher. Je préfère laisser cette porte ouverte, les gens veulent partir, je signe la rupture conventionnelle, c'est pas très cher, c'est mon modèle. Donc ça c'est l'entreprise qui signe des ruptures conventionnelles par habitude. Après il suffit de le savoir. Le deuxième cas qui est pas forcément intuitif, qui sort du juridique, c'est la gratitude. Et en fait on est surpris de voir le nombre de cas, que ce soit sur le principe du départ ou même le niveau d'indemnisation du départ, où les dossiers se résolvent par, on va dire, les bons sentiments ou en tout cas la reconnaissance mutuelle, où un employeur va dire en gros, merci brave soldat, et ok pour la rupture conventionnelle parce que voilà vous partez écrire une page ailleurs et je vous fais cette concession. Bon donc ça voilà, on va mobiliser. Souvent, c'est
issu d'une relation de travail quand même assez longue, où on se rend compte qu'on se doit des choses les uns les autres pour la sueur dans le travail. Donc voilà, ça a l'air un petit peu psychologique ou émotionnel, mais d'une certaine manière, heureusement. C'est-à-dire que tout n'est pas administratif, et même dans les grandes entreprises, on peut rencontrer cette configuration dans lesquelles, côté RH ou direction, on va dire bon bah allez oui, on va lui filer sa RC. Donc là, il faut le sentir pour voir si on peut bénéficier de cette situation dans laquelle on va avoir ce type de oui, je dirais. Mais ça peut aussi se préparer, c'est-à-dire que au-delà des bons sentiments, un employeur peut consentir à la rupture conventionnelle au vu d'un projet. Aujourd'hui, on parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises. Un bon projet de reconversion où le salarié va de manière franche et directe dire moi je voudrais partir pour faire ça. Ça peut ouvrir la porte parce que l'entreprise se dit moi voilà, j'ai envie de favoriser ce type de départ. Donc ça c'est la gratitude ou plus généralement l'approche humaine, l'empathie qu'on peut avoir pour un salarié candidat au départ. Et puis le troisième élément, c'est l'intérêt, parce que on peut être dans son coin en se disant je sais pas, la rupture conventionnelle, est-ce que je vais la demander, j'ose pas, ils vont me fermer la porte. Mais en fait, il y a plein de cas dans lesquels, en réalité, l'employeur est plutôt désireux de la rupture du contrat. Ça se trouve, en cachette, il espère que vous démissionniez, et puis comme si c'était un couple qui ose pas se dire qu'en réalité ils aimeraient se quitter. Ouais. Aucun ose faire le premier pas, quoi. Alors ça peut être ça, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus dans la relation de travail, mais ça peut être aussi parce que l'entreprise, ça l'arrange plutôt de supprimer le poste. On va parler directement. Supprimer le poste. Alors, l'employeur, il n'est pas censé légalement susciter des départs en rupture conventionnelle pour supprimer des postes, parce que ça, c'est un contournement des règles sur le licenciement économique. Mais il lui est pas du tout interdit de laisser se faire ce qu'on appelle des départs naturels, c'est-à-dire des gens qui démissionnent, et puis le poste n'est pas remplacé après, ou des gens qui demandent une rupture conventionnelle, et à ce moment-là, on l'accepte, et il se trouve qu'après, le poste est supprimé. Alors ça peut faire grincer les syndicats, qui voient que l'effectif réduit, il y a peut-être d'autres incidences, mais en attendant, le projet d'un salarié peut rencontrer en fait cette situation où l'employeur, ça l'arrange que vous partiez. Donc ça aussi, ça se sent. Et une fois qu'on en a conscience, c'est quand même tout à fait différent. Parce que on passe de la situation où, vous voudriez pas, à votre bon cœur, monsieur, dame, vous voudriez pas me donner ma rupture conventionnelle, à une situation où on dit, je crois comprendre que vous seriez intéressé par mon départ. Alors, à l'extrême, ça va être, j'ai d'ailleurs entendu que vous aviez quasiment déjà recruté mon remplaçant. Ça, c'est une information qui a beaucoup, beaucoup de valeur, parce que l'entreprise aura du mal à cacher qu'elle veut effectivement vous remplacer. Mais plus banalement, ça peut être un contexte dans lequel vous voyez qu'il y a beaucoup de départs, que l'entreprise a besoin de se réorganiser. Donc là, on va mobiliser quelque chose qui est tout à fait différent des sentiments, mais qui est l'intérêt. L'entreprise aussi a des intérêts opérationnels, financiers, et quand on mobilise ce ressort, on a de bonnes chances d'arriver à avoir cette rupture conventionnelle, mais aussi peut-être à la négocier. Parce qu'il y a avoir sa rupture conventionnelle et, plus généralement, négocier son départ. On va pouvoir revenir dans le détail de tout ça. Et je pensais même, d'ailleurs, ça me donne quelques idées. Par exemple, on peut aussi ressentir une baisse d'activité au niveau de son poste et on se dit, mais j'ai moins de travail qu'avant. Ouais. Ça peut arriver des fois de se dire, c'est bizarre, mais j'ai moins de travail, il y a moins de charges. Ouais. Et le dire de façon transparente à son employeur que voilà, en espérant qu'il va pas nous surcharger en nous remettant plus de travail, mais bon, ça c'est une autre discussion, faut l'amener habilement. Et l'autre solution aussi, c'est parfois, tu sais, on prend un alternant je sais que moi dans mon entreprise, on avait des personnes qui travaillaient avec nous et qui montent en compétences, et puis de dire il est vachement bien monté en compétences, et en fait déjà de réfléchir déjà à son propre remplacement. Ouais. Et d'avoir un peu construit les choses pour que le départ finalement arrange tout le monde. Ils pourront reprendre le suivant que l'on a nous-mêmes formé,
et de réussir à trouver un terrain d'entente comme ça. En fait, le nombre de pistes est infini, je pense, pour essayer de trouver des solutions. Oui. Ça arrange tout le monde. Ça suppose de réfléchir, de se renseigner un petit peu, de faire marcher Radio Couloir pour voir ce qui s'est passé. Bon, dans les petites entreprises, c'est vite vu, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Mais dans les plus grandes entreprises, c'est intéressant de voir s'il y a ce qu'on appelle des précédents. Les précédents, c'est à la fois quelque chose qui est pas du tout juridique. Une entreprise qui a dit oui à Gaston peut très bien dire non à Corinne. C'est une évidence. Et en même temps, le précédent, ça va un petit peu coller au basket. Parce que on est dans un pays très égalitariste, et donc pourquoi pas moi? Bah ouais, c'est ça marche super bien. Mais oui, pourquoi pas moi? Et vous avez fait, mais alors l'entreprise va dire oui, mais la situation n'est pas la même. Mais pourquoi c'est pas la même? Donc d'une certaine manière, même si on peut le déplorer, le précédent va mettre un peu l'entreprise dans la situation de se justifier. Et donc même si c'est pas du tout juridique, même si ça ne crée pas du tout un droit, ça peut d'une certaine manière créer une pente où l'entreprise va être amenée à dire oui ou oui si, parce qu'on va voir que comme dans toute négociation, il y a des conditions. Et d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure sur la transition, le fait de préparer son après, après son propre départ, ça peut être un très très bon ingrédient parce que ça permet d'aligner les intérêts. Mais donc, il y a des entreprises où ça s'est passé une fois, puis une deuxième fois, puis ça devient un petit peu quelque chose qui est connu. Et d'ailleurs, les entreprises qui veulent absolument éviter d'être sur cette pente sont des entreprises où on n'obtient jamais de rupture conventionnelle. Il y a des entreprises où c'est non et archi non et sans exception. Et ça, c'est plutôt des entreprises dans lesquelles il y a des troupes avec beaucoup d'ancienneté, des salariés qui ont beaucoup d'ancienneté, potentiellement des salaires élevés, et où, de ce fait, la rupture conventionnelle est coûteuse. Et là, on va plutôt avoir des politiques maison qui seront de dire non. Ça, il vaut mieux le savoir. Parce que à ce moment-là, on se penche, et c'est là aussi un basique de la négociation, sur son plan B. Ouais, non mais super. Alors, j'avais encore un tout petit truc que j'avais envie de discuter avec toi avant qu'on continue. Je suis désolée parce que en fait, c'est un sujet qui me passionne vraiment, vraiment, parce que j'y ai été confrontée personnellement. Même si aujourd'hui, je me sens pas prête pour en parler publiquement de toutes les choses qui se sont produites pour que je quitte mon emploi. Mais ça me parle vraiment beaucoup et j'ai été dans une situation, j'ai envie de le partager parce que je trouve que c'est important d'informer les gens sur ça. C'est que moi, j'ai eu à un moment donné dans ma carrière un employeur qui est venu me voir en me disant « Dorine, voilà, on n'est plus content de ton travail. Du coup, nous allons effectuer ensemble une rupture conventionnelle. » Et en fait, il m'avait présenté les choses en mode « voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, je vais t'expliquer la procédure à suivre pour la rupture conventionnelle. » Et en fait, c'était une technique employée par l'entreprise qui marchait sur de nombreux employés, parce que les gens ils se disaient du coup d'accord, ils veulent plus de moi, bon ok, je vais suivre la procédure. Donc c'était un peu limite, mais j'ai envie quand même de le dire. Donc en l'occurrence, moi j'ai dit écoutez, vous êtes tombé sur la mauvaise personne parce que moi en termes de négociation, c'est ma passion. Donc j'ai dit les amis, je veux bien qu'on en discute, mais c'est pas comme ça que vous allez m'approcher, ça va pas marcher comme ça. Mais juste peut-être de dire aux gens, alors je suis pas avocate, mais en tout cas moi j'avais tout de suite dit que c'était mort, que l'employeur ne peut pas obliger une rupture conventionnelle à un employé, que c'est vraiment quelque chose où les deux doivent tomber d'accord et que vous avez le pouvoir de dire non à ça. Je préfère le dire parce que j'ai été j'ai même vu des collègues se faire entre guillemets écarter de cette façon et je sais que moi j'ai un côté j'aime la négociation, tu vois. Moi c'est un petit challenge, on va en discuter, etc. Je vois ça comme une opportunité. Mais il y a des gens qui ont tellement peur, tu sais, d'aller à l'encontre de ce que les gens leur disent. Oui. Que pour plaire à tout le monde et se taire, ils vont dire oui tout de suite. Et oui, j'ose pas dire non. C'est la fameuse question. Alors c'est important l'exemple que tu donnes. Bien sûr que ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut être deux. Donc aucune des parties ne peut l'imposer à l'autre. Mais c'est l'occasion de dire aussi quelque chose qui est pas une statistique absolument claire, mais il semble que ce soit un peu ça. En gros, les ruptures conventionnelles, c'est pour moitié des licenciements et pour moitié des démissions. Ok. Tu vois, c'est-à-dire que une rupture conventionnelle, c'est à peu près moitié-moitié des cas dans lesquels ça arrange l'entreprise
Donc là, on est sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'intérêt de l'employeur que de signer la rupture conventionnelle ou des démissions, c'est-à-dire une personne qui veut partir mais qui obtient la rupture conventionnelle. Pour l'employeur, il faut bien voir quel est l'intérêt. Juste pour déplier encore un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intérêt, une rupture conventionnelle, c'est éviter le risque du licenciement. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près 1/5 des licenciements finissent au prud'homme. C'est quand même pas rien. Et donc, une procédure de licenciement pour motif économique ou une procédure de licenciement pour motif personnel parce qu'on considère que la personne a fait des fautes ou qu'elle n'est pas compétente, c'est un risque. C'est le risque d'avoir à justifier de ce qu'on appelle une cause réelle et sérieuse au prud'homme. Donc, l'intérêt pour l'entreprise, c'est d'éviter ce débat parce que la rupture conventionnelle, c'est quasiment incontestable. On peut toujours essayer de remettre en cause, mais c'est extrêmement rare. Donc, en gros, c'est très sécurisé. Bon, voilà, à part, mais là, je fais mon avocat parce que j'ai toujours besoin de rentrer dans les détails, mais c'est vrai que la rupture conventionnelle pour l'employeur, ça ne le préserve pas de réclamations type heures sup. Oui. Heures sup, rappel de salaire, tout ça, voilà. Mais en gros, pour rester sur des idées générales, la rupture conventionnelle, lorsque l'entreprise souhaite se séparer de vous, c'est une bonne affaire parce que ça fait quasiment disparaître le risque prud'homal. C'est pour ça que il faut pas se faire berner. Je le dis moi en tant que avocat qui conseille essentiellement des employeurs. Il faut pas se faire berner. Et si quelqu'un vous approche en disant bah voilà on va signer la rupture conventionnelle, il faut dire minute papillon. Ouais, là c'est là que toute la négociation rentre en jeu. Et après moi j'ai toujours eu une approche gagnant-gagnant dans tous les cas. En l'occurrence moi à l'époque j'étais en plein investissement immobilier, donc pour moi c'était inconcevable à l'époque de ne plus avoir mon CDI pour faire mes emprunts bancaires. Donc évidemment que j'ai réussi à l'amiable à rester dans l'entreprise et tout s'est bien passé. Mais en l'occurrence, je pense aussi que ça peut être une opportunité de faire en fait, c'est comme dans une négociation, celui qui fait le premier pas n'a pas l'avantage. C'est exactement comme les prix en immobilier, c'est-à-dire le premier qui annonce le prix. Ouais. C'est comme dans toutes les négociations. Donc quand l'employeur fait ce premier pas, eh ben pour moi c'est royal parce que du coup t'as toute on va dire t'as de l'amplitude pour faire une belle négociation parce que c'est eux qui sont en demande et non pas toi. En tout cas officiellement quoi. C'est une règle non écrite mais absolument constante de la négociation. Celui qui parle en premier sera celui qui fera le plus de concessions, même si côté salarié, il y a une petite nuance à apporter. Parce que parfois, c'est le salarié qui demande la rupture conventionnelle, mais il la demande parce qu'il considère être dans des conditions de travail qui sont devenues impossibles. On me paye pas mes heures sup, je suis en prise à un management toxique, je suis harcelé. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc là, le salarié va venir en disant je la demande parce que vous êtes défaillant. Ouais. Et là, du coup, tu retournes quand même la situation dans le sens où c'est toi qui es quand même en position de force parce que finalement, il y a une menace derrière qui pend indirectement au nez que, en fait, c'est une menace un peu cachée quand même quand on prononce de cette façon, sans le dire, quoi. Il faut pas l'amener en mode menace, sinon je trouve que c'est pas habile. C'est ça. Moi, j'ai une phrase que j'affectionne, c'est quand on dit mais vous me menacez, je dis non, c'est pas une menace, c'est une annonce. Très bien. Donc, c'est une manière de dire, bon voilà, alors d'ailleurs, les entreprises se privent pas de le faire quand elles sont elles-mêmes en demande de rupture conventionnelle, alors même que elles sont très insatisfaites à tort ou à raison de votre travail. Donc, elles vont dire, bon voilà, on trouve plus trop notre chemin ensemble, c'est peut-être plus raisonnable de se séparer. Et quand le salarié dit, je vois pas pourquoi, je suis pas d'accord, l'entreprise va dire, écoutez, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais nous, en attendant, on a des raisons sérieuses de se séparer de vous. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes tout à fait libre de pas signer la rupture conventionnelle, mais on serait peut-être amené à 3 petits points. Concrètement, renforcer le suivi de la performance ou peut-être simplement aller directement vers une procédure de licenciement. Donc, en fait, pour peu qu'on soit bien informé, et c'est vrai qu'il y a un peu une asymétrie d'information, les salariés sont moins informés que l'employeur, bien qu'il y ait quand même beaucoup de nuances en fonction de la taille de l'entreprise. Hein. Voilà, il y a aussi beaucoup d'employeurs qui sont très démunis. Mais bon, à partir du moment où chacun est bien informé, c'est quand même souvent les mêmes ressorts qui jouent. Hein. Quel est mon intérêt? Quel est mon plan B?
au fond, ça va se retrouver côté employeur comme côté salarié. D'accord. Alors donc du coup, on est pas mal. Donc on a évalué la situation, on a réfléchi, on a compris en tout cas en écoutant les bruits de couloir, en utilisant son bon sens, en essayant de comprendre un peu la mécanique actuelle de l'entreprise, sa position, si on est plutôt dans une position favorable ou pas pour négocier cette rupture conventionnelle. Donc ça, c'est la première étape, d'évaluer la situation. Et du coup, la deuxième étape dont tu avais parlé, quand on veut démarrer ça, pour l'instant, on n'en a pas forcément parlé là. Là, c'est juste on étudie, on analyse, on observe ce qui se passe dans l'entreprise pour réfléchir à son approche. Et le deuxièmement, c'est définir son plan B. C'est ça que tu m'as mentionné. Donc, qu'est-ce que tu entends par définir son plan B? Là, pour l'instant, j'en ai pas parlé à l'employeur. J'ai juste observé et réfléchi. Le plan B, c'est ce qu'on va faire si le plan A marche pas. Le plan A marche pas si on se fait refuser sa rupture conventionnelle. On négociera son plan A avec d'autant plus d'aisance et de sérénité que on sait quoi faire dans l'hypothèse où ça échoue. Donc c'est une question de confort mental, en fait. C'est vraiment inconséquent, sauf à ce qu'on soit vraiment sur un boulevard, parce qu'on sait qu'en ce moment, ils signent des ruptures conventionnelles à tire-larigot. C'est vraiment inconséquent d'aller la fleur au fusil en disant voilà, j'aimerais bien ma rupture conventionnelle et de pas du tout savoir ce qu'on va faire si jamais on essuie un refus. Donc les plans B, au cas par cas, ils peuvent être de nature très différente. Il y a des scénarios internes et des scénarios externes, en fait. Il y a un plan B qui est très trivial, qui consiste à dire je reste dans mon boulot. Voilà, j'ai tenté, on refuse, je reste dans mon travail jusqu'à nouvel ordre. Il y a un plan B interne qui est un petit peu différent, mais qui va être essayer de redéfinir un petit peu redistribuer les cartes, de redéfinir un peu sa position en interne. Est-ce que on n'est pas en mesure de demander une mutation, une évolution? Bien sûr que on n'est pas entièrement maître de la chose, mais ça peut permettre d'amener son employeur à reconsidérer la réponse au plan A. Parce que peut-être que votre demande de mutation va pas trop l'arranger, qu'il est un petit peu en difficulté pour y répondre. Donc, il va peut-être reconsidérer la réponse à la rupture conventionnelle. Les scénarios externes, c'est essentiellement la démission. Et c'est là où on a cette bifurcation dont on parlait tout à l'heure entre démission indemnisée et démission non indemnisée. Donc, si je suis dans mon emploi depuis au moins 5 ans et que, comme peut-être beaucoup d'auditeurs, quitter son emploi, ça coïncide avec un projet de reconversion, peut-être pour lancer une activité de conseil ou purement une activité d'investissement immobilier, cette reconversion peut être validée comme motif de démission indemnisée. Voilà. Donc ça, il faut le travailler par avance en se disant si j'ai pas ma rupture conventionnelle, au moins je pourrais me raccrocher vers ça. Et puis si on n'a pas ça, ni une démission suivie de conjoint, il faudra se préparer à démissionner, ce qui après tout est le cas de 160 000 personnes par mois, donc c'est pas non plus infamant. Simplement, ça permet de voir quelle énergie on doit investir dans un scénario par rapport à un autre. Et puis, le dernier scénario externe, c'est de se dire, je vais pas vous dire si c'est bien ou mal de penser comme ça, mais ils finiront bien par me licencier. Il y a aussi des gens qui se disent, après tout, si je pars pas en rupture conventionnelle, la relation de travail est telle qu'ils finiront par me licencier. Donc, attends, est-ce que là, j'ai envie de te dire un truc, c'est peut-être pas ce que tu veux qu'on dise, mais en gros, moi, je l'ai observé dans mon entreprise aussi à l'époque, des gens qui négociaient leur départ. C'est que, en gros, ils faisaient plus grand chose, ils étaient un peu dans le placard, et du coup, en fait, ils ont obtenu leur rupture conventionnelle un peu à la longue, parce que ils se rendaient bien compte que la relation était brouillée et que la personne n'était plus motivée. Oui. C'est un peu ça indirectement que même si c'est pas forcément très louable comme méthode, quoi. Oui, ça arrive effectivement que la personne ayant un petit peu la tête ailleurs ou étant un petit peu arrivée aux limites de son emploi, en refusant la rupture conventionnelle et constatant que la personne ne démissionne pas non plus, on va arriver à un cul-de-sac. Bah oui, c'est exactement ça, ouais. Voilà, donc ça peut arriver. Il y a l'autre hypothèse dont il faut bien parler, c'est l'abandon de poste. Puisque de toute éternité, ou presque, le salarié qui veut obtenir le chômage et qui veut le faire avant 2008 parce qu'il n'y a pas encore la rupture conventionnelle, ou aujourd'hui, alors que son employeur lui refuse la rupture conventionnelle, il y a quelque chose qui est, disons, pas très moral,
mais qui existe, c'est que les personnes se mettent aux abonnés absents. Et donc l'entreprise fait face à cette absence injustifiée et déclenche un licenciement qui sera indemnisé comme tous les licenciements, parce que contrairement à un mythe répandu, c'est pas parce qu'on est licencié pour faute grave ou même pour faute lourde qu'on n'a pas droit au chômage. En fait, pour simplifier, tout licenciement donne droit au chômage, pour autant qu'on ait été affilié au moins 6 mois. Donc, ça arrive. Alors, c'est parce que justement, ça arrive que le législateur est venu modifier récemment la loi avec ce qu'on appelle la présomption de démission. Donc, attention quand même, aujourd'hui. Pour les employés, ouais. Si vous faites un abandon de poste, votre employeur pourrait mettre en œuvre la procédure de présomption de démission. Donc, il n'est pas acculé à la procédure de licenciement. Il pourrait aussi dire, je constate que vous êtes démissionnaire puisque vous n'êtes plus là. Donc, il y a une procédure spécifique. Il faut mettre en demeure le salarié de revenir dans un maximum de 15 jours. Et s'il revient pas, à ce moment-là, il est présumé démissionnaire. Enfin, dans le secteur, disons, on constate que c'est pas beaucoup utilisé, que les entreprises sont pas très familières de ça. Donc, voilà. Donc au pire, on peut le tenter et on revient au bout de 2 semaines, avant les 2 semaines, pour pas. Oui, alors c'est pas un conseil que je donnerais parce que malgré tout, une absence de 15 jours, ça peut donner lieu à un avertissement, voire un licenciement, parce que c'est quand même pas négligeable comme absence. Donc oui. C'est un jeu dangereux. Ouais. Oui, ok. Et comme ça, c'est bien que les gens sachent un peu toutes les options qu'ils ont, même si c'est pas des belles options ou en tout cas qui peuvent creuser les questions là, quoi. En plan B. Voilà. Qu'est-ce que je fais si ça marche pas? Ouais. Vraiment un raisonnement de base. Et pour savoir ce qu'on fait, il faut se renseigner. Ouais. Mais ça, c'est ce que je dis toujours j'ai notamment un épisode de podcast qui s'appelle l'importance du plan B en négociation que j'avais fait en tout début et j'expliquais en fait quand tu cours par exemple qu'un seul bien immobilier et que t'as que un seul bien en vue, tu vas être beaucoup plus enclin à être mauvais dans ta négociation que si t'en cours plusieurs à la fois, quoi. Et ça, c'est la base et donc ça, c'est excellent. Donc maintenant, c'est bon. J'ai évalué la situation et j'ai défini mon plan B au cas où que l'employeur ne veut pas. Et là, j'arrive avec toute ma motivation et toute ma bonne volonté pour trouver un terrain gagnant-gagnant avec l'employeur. Comment est-ce que j'approche mon employeur pour lui dire, au fait, j'aimerais bien une rupture conventionnelle. Comment j'amène les choses? Je demande un rendez-vous, enfin un truc un peu concret, quoi. Comment je fais? Alors, il faut un interlocuteur et il faut un discours. Donc, à qui on la demande, c'est une question qui peut paraître évidente, mais en réalité, dans des structures où il y a un minimum de personnel, il peut y avoir plusieurs interlocuteurs. Dans l'absolu, ça peut être le big boss, le dirigeant de l'entreprise. Il est possible qu'on soit en situation de lui parler directement. Ça peut être le service des ressources humaines, le responsable RH, la directrice, le directeur RH. Et puis, ça peut être aussi son chef, son supérieur hiérarchique immédiat, son N+1. Donc, c'est du cas par cas. C'est en fonction de l'acquis relationnel qu'on peut avoir avec différents niveaux de l'entreprise. C'est en fonction un peu des mœurs internes, parce que il se dit que si tu veux ta rupture conventionnelle, faut aller voir les RH. Donc, en tout cas, il faut commencer par se poser cette question. Et parfois, il y a aussi une dualité d'interlocuteurs. Dans une rupture conventionnelle, on peut aussi avoir des sponsors d'une certaine manière, des gens qui vont vous soutenir. Donc, vous allez demander à quelqu'un, et puis vous savez qu'il y a une autre personne qui dit du bien de vous, qui pense qu'il faudrait vous faire ce traitement. Donc, il faut identifier des interlocuteurs ou des personnes qui vont pouvoir favoriser la concrétisation de ce projet. Ensuite, il faut un discours. Pourquoi est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on demande? J'ai tendance à dire que sauf dans les cas où il est évident qu'on est sur le point de vous proposer ça, ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est l'intérêt de l'entreprise, donc l'employeur va taper à la porte. Si on n'est pas dans ce cas-là, il faut demander. À un moment, il faut sortir du bois. On peut pas se gratter la tête indéfiniment, il faut demander. Donc on demande une rupture conventionnelle. Et c'est vrai aussi que on a ce point commun avec d'autres dimensions de la négociation. Quelqu'un qui est très résolu, ça se sent. Ça veut pas dire qu'on va lui dire oui. Mais enfin, il faut pas s'excuser de demander pardon. Est-ce que je peux rentrer pour peut-être vous demander? On a un projet, on le présente, on dit voilà, je voudrais vous demander une rupture conventionnelle parce que 3 petits points. Donc le 3 petits points, c'est son histoire, son projet, ce qu'on veut construire. Idéalement, c'est un beau projet de changement d'activité, de reconversion qui va donner envie de dire oui, mais quoi qu'il en soit, on demande.
Et puis après, c'est comme quand on dit un prix, hein, il faut faire un grand silence. Ouais, attends, parce que j'avais encore deux petites questions par rapport aux interlocuteurs. J'aurais bien voulu avoir ton avis. Déjà, est-ce qu'on en parle à ses collègues et ses camarades, etc., ou est-ce que il faut essayer d'être quand même le plus discret possible? Moi, j'ai mon avis personnel, mais je te donne mon avis, et puis à la limite, t'es pas d'accord, moi ça me va, hein. Oui, vas-y. C'était en tout cas dans mon entreprise, c'est qu'en fait des fois ils veulent pas trop que les choses s'ébruitent, ça les met mal à l'aise les employeurs parce qu'ils veulent pas, comme tu disais, que ça fasse précédent. Ouais. Donc, en fait du coup de fanfaronner, ils vont pas apprécier, et du coup en fait si c'est discret, je sais pas, hein, que tu dis pas trop pourquoi, comment, les tenants aboutissants, à la limite si vraiment t'as quelqu'un avec qui t'as confiance en 100% et que c'est un ami plus qu'un collègue, pourquoi pas, mais de pas trop l'ébruiter, enfin que ce soit le plus confortable possible pour l'employeur en face, pour qu'ils se disent pas ah bah ça y est, tout le monde va demander sa rupture conventionnelle si jamais je lui accepte à elle. Donc ça c'est ma première idée. Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Faut déjà se demander pourquoi est-ce que j'en parlerai autour de moi. Bah oui. En fait, on peut aussi se demander à l'inverse pourquoi est-ce que j'en parlerai. Bon, on peut se confier à un collègue proche, ça c'est banal de rappeler ça. Bien sûr, on va peut-être éprouver le besoin de partager, ne serait-ce que pour se renseigner, pour prendre conseil. Mais c'est vrai que une entreprise qui est pas complètement à l'aise avec l'idée de signer préférera que ça se soit pas complètement ébruité, pour pas qu'on ait une espèce de public de gens qui sont au balcon en train de dire alors est-ce qu'elle va l'obtenir, pas l'obtenir. Il y a ça. Et puis il faut faire attention aussi à pas créer une espèce de dynamique où en fait dans votre entourage professionnel vous allez être vu comme quelqu'un qui part. Parce qu'à ce moment-là, les gens commencent à s'habituer à cette idée. Et puis, si on vous refuse la rupture conventionnelle, vous allez peut-être être un petit peu acculé à la démission. Parce que, vous avez commencé à vous ouvrir autour de vous du fait que vous voulez partir. Donc, plutôt une discrétion de principe avec des échanges, mais avec un réel intérêt, mais pas commencer à dire à tout le monde, de rester, mesuré dans sa discrétion, ouais. Ouais. Okay. Et le deuxième point aussi, parce que ça, je trouve ça pas facile en négociation, c'est quand ton interlocuteur n'est pas le décisionnaire, et du coup, ça fait, je sais pas si c'est politiquement correct de dire ce mot, mais tu sais, le téléphone arabe entre les, je sais pas c'est quoi le terme pour dire, et que tu vois, t'as plusieurs interlocuteurs. Et moi, je sais à un moment donné que ça m'est arrivé dans des positions de négociation de dire, en fait, j'ai envie d'avoir directement le décisionnaire pour discuter, parce que là, faut que je demande au N plus machin, N plus 2, et puis d'attendre ça revient, et du coup de réussir à avoir un décisionnaire à table, c'est quand même plus agréable pour les discussions. Mais je sais pas comment tu gères cette situation. C'est mieux, ne serait-ce que parce que quand vous avez quelqu'un qui s'adresse à vous directement, faut prendre la responsabilité de dire non, tandis que quelqu'un qui est un intermédiaire pourra davantage s'abriter derrière la décision de quelqu'un qui est pas dans la pièce. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je fais tout le temps en négociation, hein. C'est que quand je négocie un truc, mais que Cyril, mon mari, n'est pas dans la pièce, j'ai pas fort que je demande l'autorisation à mon mari, alors qu'en réalité, j'ai pas du tout envie, mais en fait, je me trouve ça pour le dire. Donc en fait, on le sait très bien que ça permet d'acheter du temps. Exactement. Oui, donc c'est vrai que c'est mieux de parler au décisionnaire, mais le décisionnaire n'est pas forcément accessible. Donc, ce qu'il faut à ce moment-là, au minimum, c'est demander un délai pour éviter que ça s'effiloche. Je voudrais être fixé dans un délai raisonnable. J'aimerais au moins avoir une réponse avant la fin du mois, quelque chose comme ça. Faut pas non plus faire comme si on était, on avait la main sur les manettes, mais puisque c'est quelque chose qu'on demande. Mais voilà, il faut au moins avoir demander un minimum de clarté, parce que après tout, c'est oui ou c'est non, mais il faut le savoir. Et du coup, alors on va en arriver sur l'approche, et juste avant t'expliquer le silence dans la pièce au moment où on parle du prix. Donc j'aimerais qu'on rattrape maintenant qu'on en était, c'était à ce moment-là que je t'ai interrompu, donc du coup j'ai envie d'avoir la suite. Bon, l'idée c'est qu'il faut demander, il faut essayer faut s'entraîner devant sa glace. Bon, je dis ça parce que je m'intéresse à l'art oratoire, et mon mantra c'est on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression. Donc il est vrai que réfléchir concrètement à ce qu'on va dire, c'est pas mauvais pour arriver à ouvrir les oreilles. Donc présenter les choses avec un bon langage corporel, pas disparaître sous sa chaise, mais pas non plus être arrogant, pour essayer d'exprimer un message qui sera respecté. Donc voilà, j'ai décidé de me reconvertir.
après mûre réflexion, j'éprouve de la gratitude pour ce que cette entreprise m'a apporté. Aujourd'hui, c'est le moment de tourner la page et je voudrais vous demander une rupture conventionnelle. Ça, c'est un exemple de phrase. C'est naturel, c'est vrai. Généralement, ça va paraître paradoxal comme message de la part d'un avocat, mais généralement, le meilleur système de défense, c'est la vérité. Donc, voilà, faut être cohérent. Généralement, ce qui est faux, ce qui est tortueux, ça sera vu comme tel. En fait, ça sera donc il vaut mieux être franc et demander ce qu'on veut. Donc, après l'histoire du grand silence, c'est un peu un emprunt à un registre différent qui est celui de la négociation sur les prix. Mais c'est un vieux briscard de la négociation que j'avais rencontré il y a longtemps qui faisait ça en fait. Il disait un prix et puis il observait un silence total plutôt que de continuer à essayer de justifier son prix. Ouais, qu'en fait, quand on annonce un prix, on s'arrête là et on laisse, on l'envoie la balle. C'est comme une patate chaude, c'est que tu lances la patate chaude, tu l'as lancée et t'attends de voir qu'est-ce qu'ils en font de l'autre côté plutôt que de te surjustifier et finalement de t'enfoncer avec ta patate, quoi. Oui, au-delà de la ficelle du côté ficelle je dis quelque chose et après je me tais, la philosophie derrière, enfin la posture, c'est il faut pas s'excuser de demander ce qu'on demande. Voilà, il faut le demander, il faut pas être arrogant. Parfois, on peut être combatif parce qu'en fait, on est obligé de partir par la faute de l'employeur. Mais en tout cas, à un moment, effectivement, faut lâcher quand on veut quitter son emploi, l'image, c'est il faut lâcher la rampe. Hein, c'est mon CDI, est-ce que je pars? Il faut accepter de lâcher la rampe. Et puis après, dans le discours, on fait sa demande. Et puis, advienne que pourra. L'idée, c'est d'être fixé. Et puis, la première discussion, généralement, c'est pas la dernière. Donc, on va faire cette demande, et puis on aura généralement une réponse qui est pas immédiate. Donc, on reprendra la discussion plus tard. Ouais, de réussir aussi à avoir une forme de patience, d'attendre le retour en mettant des dates peut-être, en disant quand est-ce que vous pourrez avoir un retour et d'essayer d'avoir oui, il faut un calendrier. Un calendrier, voilà, c'est ça. La personne dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire celle qui a retrouvé un emploi déjà, mais qui veut son indemnité de rupture conventionnelle, va être prise par le temps. Le temps, c'est une donnée majeure. C'est banal de le rappeler. Mais si on a un employeur qui vous attend dans 2 mois, vous n'allez pas pouvoir tenter de négocier votre RC de manière indéfinie, parce qu'à un moment, si vous n'avez pas votre rupture conventionnelle, il va falloir démissionner. Or, vous avez un préavis. Donc, il faut avoir conscience de cette échelle de temps. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que si jamais j'ai un travail qui m'attend derrière et que j'ai que 2 mois pour négocier ma rupture conventionnelle, je suis un peu pressée et c'est quand même à mon avantage de réussir à avoir cette RC plutôt que d'avoir cette démission. C'est bien ça? Oui, alors, il y a cette échelle de temps dont il faut être conscient. Et voilà, pourquoi, au fond, est-ce qu'on a intérêt à avoir une rupture conventionnelle alors qu'il y a déjà un emploi qui nous attend? Bon, il y a l'intérêt financier. Ça, c'est à chacun de le sentir. Est-ce qu'on veut aller chercher cette somme ou pas? Mais il y a aussi un cas très spécifique auquel il faut être attentif. C'est le cas où vous démissionnez alors que vous avez été dans un emploi depuis moins de 3 ans. Parce que alors c'est un peu détaillé, mais ça vaut le coup de le savoir pour pas être en difficulté. Si vous êtes dans votre emploi depuis moins de 3 ans, que vous démissionnez et qu'ensuite votre nouvel emploi est rompu par rupture de période d'essai avant 3 mois, vous n'avez pas le chômage. Ah ouais, donc ça faut absolument le savoir, quoi. Voilà. Parce que, à mon avis, il y a des gens qui sont tout décontenancés parce qu'ils s'y attendent pas, quoi. Voilà, donc démission d'un emploi A qui a duré moins de 3 ans, puis rupture de période d'essai de l'emploi B avant 3 mois, c'est 65 jours de travail techniquement, mais ça fait 3 mois. Ça veut dire qu'on n'a pas l'allocation. Alors on pourra la récupérer par la suite, il y a des dispositifs de rattrapage, mais ça c'est une autre raison pour laquelle la rupture conventionnelle peut vous donner un filet de sécurité. C'est-à-dire que à ce moment-là, quoi qu'il se passe avec la période d'essai de votre nouvel emploi, vous aurez, grâce à la rupture conventionnelle, le bénéfice du chômage. Ok, et du coup, donc maintenant que
je suis convaincue, là, je veux tenter ma négociation, j'ai tout suivi, j'ai évalué la situation, j'ai mon plan B, j'ai trouvé mon bon interlocuteur, j'ai trouvé mon approche, etc. Qu'est-ce que je peux prétendre? Qu'est-ce qu'on peut obtenir concrètement financièrement quand on fait une rupture conventionnelle? Alors, la base de la rupture conventionnelle, c'est que ça donne droit au chômage et ça donne droit à une indemnité minimum. Alors, le sujet du chômage, c'est important de savoir concrètement de quoi on parle, à partir de quand je vais toucher, combien de temps je vais toucher, combien je vais toucher, en net, après charges et impôts. C'est quand même quelque chose de très concret par rapport à sa trésorerie. Donc, JobExit, la solution logicielle dont je suis cofondateur, va expliquer tout ça. Donc, on peut faire un chiffrage sur JobExit qui permet de voir concrètement quel est le délai de carence, à partir de quand donc on touche la location, pendant combien de temps, combien on a net en poche, etc. Bon, ça, c'est la partie chômage. C'est parfait parce que comme ça, on n'a pas besoin d'expliquer tous les critères, le montant. Vous allez directement sur JobExit et je vous mets le lien dans la description du podcast. Comme ça, vous allez pouvoir faire vos simulations. C'est ça, et c'est gratuit de faire ces simulations sur jobexit.fr. Oui, c'est une offre dite freemium, c'est-à-dire que vous avez des chiffres estimatifs dans le cadre d'une offre gratuite. Et si vous voulez avoir une simulation complète à l'euro près, vous payez 39 € de façon à avoir la totalité des chiffrages en net, brut, et notamment ça nous amène à notre autre sujet. Si vous voulez avoir le montant précis de l'indemnité, parce que à côté du chômage, la conséquence de la rupture conventionnelle, c'est une indemnité. On va pas rentrer dans les millions de détails qui nous ont pris beaucoup de temps quand on a créé JobExit pour encoder toutes les règles d'ancienneté, de salaire moyen, de convention collective. Mais en gros, l'indemnité de rupture conventionnelle, c'est au minimum un quart de mois de salaire par année d'ancienneté entre 1 et 10 ans. Et pour la tranche au-delà de 10 ans, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté. Ça, c'est le minimum légal qui s'applique. Donc, on raisonne sur, pour simplifier, le salaire moyen brut. Et donc, on prend un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Donc, concrètement, si j'ai 4 ans d'ancienneté, j'ai droit à un mois de salaire. 4 fois un quart de mois. Mais ça, c'est la loi. Et il y a, en France, des centaines de conventions collectives, celles des bureaux d'études, métallurgie, industrie chimique, restauration collective, bref, toutes les conventions collectives qui prévoient des indemnités qui peuvent être plus élevées. Et du coup, sur JobExit, tu peux choisir ta convention collective et en fonction de cette convention collective, ça te calcule automatiquement l'indemnité de RC que tu peux prétendre. Exactement. Tu peux d'ailleurs, une des forces de JobExit, c'est que tu peux faire des scénarios comparatifs entre une rupture conventionnelle et un licenciement, ou une rupture conventionnelle et une démission. Donc, c'est un outil d'aide à la décision. Et on va donner le calcul exact de l'indemnité de rupture conventionnelle avec des détails qui sont un peu imprévus, parce que par exemple, si tu es dans la banque, on va calculer ton indemnité uniquement sur le salaire de base. Si tu es dans le Syntec, on va inclure le variable. Il y a des règles d'arrondi d'ancienneté qui varient. Il y a des conventions collectives dans lesquelles si tu as 50 ans et plus, tu vas avoir une majoration de ton indemnité. Donc c'est quand même assez complexe. Et il faut ajouter à ça la question de savoir si c'est soumis à cotisation ou à impôt, parce que ça aussi c'est une question concrète par rapport au net en poche. Donc l'indemnité de base, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je peux négocier? Déjà il y a l'indemnité qui est pas à négocier puisqu'elle est dans le package de la rupture conventionnelle. C'est le minimum en fait que l'employeur est obligé d'accepter. S'il accepte la rupture conventionnelle, il n'a pas le droit de vous payer moins que ce minimum légal. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la configuration de base. On demande la rupture conventionnelle, l'employeur dit oui, ça aura deux conséquences. On a une indemnité et on a le chômage. Mais dans une situation où on est en mesure de négocier, parce qu'on a identifié des forces, des points d'appui, on rencontre l'intérêt de l'employeur, donc on est en mesure d'obtenir des concessions supplémentaires, il y a d'autres choses auxquelles on peut penser. Alors déjà sur l'indemnité, c'est la fameuse indemnité supralégale. C'est-à-dire qu'on va négocier une indemnité en plus de ce minimum. C'est relativement fréquent aussi, c'est du cas par cas, ça dépend bien sûr de chaque dossier, mais on a des ruptures conventionnelles où il y a ce complément qui va être négocié. Est-ce que c'est un mois de salaire? Est-ce que c'est 6 mois de salaire en plus? Ça va dépendre strictement du rapport de force entre les parties.
Et l'employeur va pouvoir, à un moment, faire le choix de dire, je vais payer plus parce que je considère que c'est le bon prix de la séparation. Cette indemnité, là aussi, on le chiffre sur Job Exit, ça a des incidences parce que on va pouvoir avoir des charges sociales qui s'appliquent ou qui s'appliquent pas selon les cas, mais c'est un item qu'on peut identifier dans la négo. C'est l'argent. Mais il y a d'autres sujets. La question de la date de sortie, c'est très important. Parce que vous avez votre agenda, mais l'employeur aussi, il a son agenda. Et une des choses qu'on peut apporter dans la négociation, c'est une transition impeccable. On va dire, comptez sur moi, alors, parfois l'employeur a plutôt envie que vous décampiez rapidement, mais parfois au contraire, il est embêté, donc vous allez dire, écoutez, voilà, vous pouvez compter sur moi de manière loyale et engagée jusqu'au dernier jour, et je suis prêt à rester au-delà du délai de la rupture conventionnelle, ce qui est à peu près 5 semaines, je suis prêt à rester encore 2 mois. Ça, c'est le paramètre temps. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être discutées et qui peuvent être assez intéressantes dans la posture de négociation. C'est par exemple la formation. On n'y pense pas assez souvent, mais l'employeur a la possibilité de faire ce qu'on appelle un abondement sur le compte personnel de formation, le CPF. Donc, plutôt que de dire je voudrais plus d'argent, ce qui sera perçu comme un peu trivial, on peut dire, si je me rapproche à nouveau du scénario où je veux me reconvertir, je veux faire autre chose, et que je suis en mesure de négocier, on peut dire, écoutez, voilà, moi je serais prêt à accepter le départ selon ces conditions donc d'indemnité, de temps, et puis je voudrais que vous m'aidiez à aller vers ma nouvelle occupation, mon nouvel emploi, ma nouvelle activité, en m'aidant à financer ma formation. Ça, c'est facile, c'est un abondement sur le compte personnel de formation, c'est net de charge. Ça crée pas de différé, parce que une des choses qu'il faut savoir, c'est que quand vous négociez plus d'indemnités, ça va a priori repousser la. Ah oui, c'était ça, oui, parce qu'en fait le chômage, on commence à le toucher que quand l'enveloppe, c'est ça, de minimum légal est consommée, comme si c'était ça, ou c'est ça ou pas? En fait, une fois qu'on quitte les effectifs, il y a un délai d'attente de 7 jours. Il y a ensuite ce qu'on appelle le différé congé payé, qui est limité à 30 jours. C'est en gros, on décale l'allocation chômage à proportion des congés payés qu'on se fait payer, de l'indemnité compensatrice de congés payés pour tous les congés qu'on n'a pas pris. Et puis, il y a ce qu'on appelle le différé spécifique, et ça, c'est calculé à partir de l'indemnité supralégale. Donc, tout ce que vous obtenez en plus de cette formule légale dont j'ai parlé tout à l'heure, là, ça va déclencher le décalage. Ouais, et ça peut aller jusqu'à 5 mois de différé. Mais c'est pas mal parce que du coup, si tu es sur un projet de création d'entreprise et que tu sais que tu vas pas retrouver un travail rapidement, ça te laisse plus de temps au total pour que soit ton activité d'école, soit pour ta formation, etc. Après, ça change pas grand-chose. C'est génial pour les personnes qui retrouvent un travail derrière parce que du coup, tu les empoches. Imagine, tu as négocié 5 mois. Je sais pas. Oui, le chômage n'est plus un sujet. Et du coup, le chômage n'est plus un sujet. Ouais, dans tous les cas, c'est quand même intéressant. Voilà, il faut savoir que ce différé spécifique, il peut aller jusqu'à 5 mois. Et on arrive à se taquer de 5 mois si on a négocié une indemnité supralégale de 15 360 €. Donc jusqu'à 15 360 €, ce qu'on obtient en plus, on le perd, entre guillemets. On le perd en chômage, c'est pas perdu, parce que c'est juste un décalage dans le temps. C'est juste décalé. Ouais. Voilà, mais ça dépend de son horizon d'autonomie financière. Si on se dit que dans 10 mois, on va voler de ses propres ailes, c'est quand même une perte. C'est-à-dire que, comme de toute façon, on comptait plus sur le chômage au-delà de 10 mois, il y a 5 mois qui auront été perdus en allocation. Donc ça, c'est du pilotage de la rupture négociée, en fait. On demande des choses parce qu'on comprend l'incidence, donc il faut se renseigner. Et comme ça, on négocie mieux et on arrive mieux à bien brancher le sujet rupture négociée avec l'après, avec ce qu'on veut faire après. Donc, pensez à la formation. La formation, c'est optimisé parce que c'est une somme que l'employeur va verser sur un compte personnel de formation. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de cotisation sociale, ça génère pas de différé et ça peut toucher la corde responsabilité sociale de l'entreprise parce que l'entreprise va se dire voilà, je vais aider. Moi, c'est ma politique de favoriser l'employabilité, même au-delà de l'emploi, au-delà du poste qu'on va occuper chez moi. Donc, je vais faire cette concession. Et j'ai une dernière question que je trouve importante, c'est que toi, tu es avocat. Et à partir de quand est-ce que ça peut être intéressant pour un employé d'avoir recours à un avocat pour l'aider? Ouais. Tu vois, et combien ça coûte de se faire aider par un avocat? Juste
Je suis mal placé pour dire que c'est une mauvaise question. L'intérêt de se faire accompagner, c'est déjà d'avoir le conseil sur les conséquences d'une rupture. On peut se renseigner soi-même, mais on est très inégaux devant la compréhension du juridique. C'est comme devant un bulletin de paye. Il y a des gens qui ont tout pigé, et puis il y a des gens qui veulent même pas le regarder tellement ils trouvent ça compliqué. Donc, en fonction de son besoin de conseil, on va aller chercher l'assistance d'un avocat qui est compétent dans ce domaine et qui va vous apporter des informations techniques, mais aussi une expérience, un accompagnement pour vous rassurer. Ça, c'est le conseil. Et puis, c'est la négociation. C'est-à-dire que un départ négocié qui se présente de manière difficile, c'est souvent un départ négocié dans lequel on a un bénéfice objectif à être accompagné. Vous avez l'expérience de négociateur de l'avocat, vous avez le fait que quand on arrive à un point où la discussion se passe entre avocats, il y a le bénéfice d'un canal d'information confidentiel. Les discussions d'avocat à avocat sont confidentielles, donc on peut écrire le scénario de rupture de manière précise sans avoir des emails qui se baladent dans la nature dont on ne sait pas trop ce qu'ils deviendront si jamais on n'est pas d'accord au final. Donc ça, c'est les bénéfices objectifs de l'assistance d'un avocat. Les honoraires sont très variables selon le type de praticien, la région de France, soyons concrets aussi. Les avocats sont plus chers à Paris qu'à Pau ou même à Marseille. Mais en gros, c'est un honoraire de base complété d'un honoraire de résultat, généralement. Donc, on a vraiment, selon le salaire de la personne, la rémunération, pour donner des idées vraiment très générales, ça peut aller de peut-être 800 ou 1000 euros TTC d'honoraire de base à beaucoup plus, selon la complexité du dossier, selon le poste de la personne. 5, 6, 7000 euros TTC, c'est des honoraires de base qui peuvent se trouver aussi. Ça peut paraître très important, mais il faut rapporter ça aussi à ce que vous perdez en n'étant pas accompagné. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font rouler dans la farine, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que ils vont avoir un scénario de retour à l'emploi qui est plus compliqué, qu'ils n'ont pas bien anticipé. Donc, c'est l'honoraire de base qui est vraiment variable selon le cas, selon le praticien. Et l'honoraire de résultat, c'est généralement 10 ou 15% de la valeur ajoutée de la négo. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne les gens, je propose un honoraire quand je suis côté salarié, c'est à peu près un quart de mon activité au niveau du cabinet. Dans notre département social, on a à peu près cette proportion de cadres généralement qu'on accompagne vers le départ négocié. Il y a donc un honoraire de base qui est fonction de la complexité du dossier, des ressources du client. Ça, c'est la loi qui nous dit aussi l'honoraire est établi en fonction de l'expérience de l'avocat, de l'état de fortune du client, de la complexité du dossier. Donc, quand on fait ça, en fait, on se borne à suivre les critères d'une vieille loi qui est une loi de 71 et qui donne un petit peu les critères de fixation de l'honoraire, et un honoraire de résultat qui est de 10 à 15% de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que on considère qu'il y a un point A qui est ce que vous êtes certain d'obtenir, et puis il y a ce qu'on va obtenir à la fin, et on calcule l'honoraire de résultat sur cette base. En tout cas, il faut exiger de votre avocat qu'il soit précis. C'est de plus en plus le cas, mais évidemment, c'est bien dès le début, et moi, comme avocat, c'est ce que je m'astreins à faire, de donner une idée précise, d'abord de ce qu'on va faire, donc un accompagnement complet, où on va prendre en charge le besoin, éclairer le client sur les différentes dimensions du départ, l'aspect juridique, comment est-ce qu'on rompt le contrat, l'aspect délai, l'aspect fiscalité, et l'aspect de négociation, parce que on peut être en arrière-plan, parce que le client va vouloir négocier lui-même, ou c'est plus opportun que ça se passe comme ça, et parfois on est aux avant-postes, c'est-à-dire qu'on a un mandat de négociation, et on est directement en contact avec l'avocat de l'entreprise pour arriver à trouver la meilleure solution. Et la meilleure solution, je dis souvent ça, c'est une méthode qui est la fameuse méthode de négociation d'Harvard, les principes de négociation raisonnée, mais il faut se demander quel est l'intérêt de l'autre partie. On arrive à de meilleures négociations quand on prend en compte l'intérêt de l'autre partie. Très bien. Merci Jean, en tout cas c'est super clair tout ce que tu nous as dit. Est-ce que s'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec toi, comment est-ce que les personnes peuvent éventuellement prendre contact avec toi si elles auraient envie? Peut-être un compte LinkedIn ou je sais pas exactement comment faire. Oui, donc Jean Martinez, avocat. Effectivement, j'ai un profil LinkedIn sur lequel je diffuse de l'information aussi.
Notre cabinet, donc c'est One Société d'avocats. On est à Marseille, mais on intervient dans la France entière. Vous faites du distanciel en fait, c'est ça? Oui. Moi j'ai des dossiers. J'ai prêté serment à Paris, donc j'ai fait mes armes comme avocat à Paris dans les cabinets anglo-saxons. Donc c'est un univers que je connais bien aussi. Et j'ai une adresse mail qu'on pourra mettre en lien. Et pour avoir de l'information, on va dire moins chère qu'en payant des honoraires d'avocat, jobexit.fr, c'est vraiment l'idée de rendre accessible aux employeurs comme aux salariés les paramètres financiers d'une rupture de contrat. Et il y a aussi un blog où il y a quelques articles qui expliquent des choses. Tout à fait. Il y a des articles qui racontent pourquoi est-ce que les employeurs disent oui ou pourquoi est-ce que les employeurs disent non, par exemple, ou dans quel cas l'indemnité est soumise à l'impôt sur le revenu, ou comment est-ce qu'on utilise la formation pour négocier son départ. Donc des choses dont j'ai donné des petits éléments ici déjà. Et vous avez la possibilité de chiffrer de manière exhaustive, détaillée et pédagogique. Heureusement, JobExit, c'est pas uniquement du travail de juriste, c'est le travail d'une équipe formidable. C'est d'ailleurs aussi quelque chose que je voudrais partager, c'est des moments professionnels où on sort le nez du guidon, on va faire quelque chose d'autre que son activité professionnelle et ça va nous remettre de l'énergie aussi dans notre activité professionnelle. Moi, c'est vraiment ce qui s'est passé en tant qu'avocat. C'est-à-dire que je vis l'aventure Legal Tech, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, les entreprises qui imbriquent la technologie et le droit. Il y a les FinTech dans le milieu financier, mais nous, c'est des Legal Tech. Et il y a toute une floraison de solutions qui naissent comme ça, poussées par des avocats au bénéfice du public pour rendre le droit accessible. JobExit, c'est une équipe extra. Vraiment, j'ai l'immense chance de travailler avec mon ami cofondateur Éric Delabroise, qui est un data analyst, donc quelque chose d'assez différent du monde des conventions collectives et de la fiscalité. Mais voilà, JobExit, c'est ça. Donc c'est beaucoup de travail pour aujourd'hui fournir des informations précises pour toutes les personnes qui sont nombreuses et qui se posent la question de quitter leur entreprise. Bon, en tout cas, c'est super. Je mettrai tous les liens que tu as cités là dans la description du podcast. Comme ça, les personnes, elles savent comment prendre contact avec toi et elles savent aussi qu'il y a un super logiciel en ligne, partiellement gratuit et pour avoir le détail, c'est payant. Et avec aussi un blog avec des articles qui vous conseillent sur les ruptures conventionnelles et tout ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Jean. Je suis persuadée que tu as aidé plein de personnes qui nous ont écoutés. Et à une prochaine, peut-être, sur un autre sujet. On verra. Avec plaisir. Merci beaucoup, Dorine, pour ton accueil. Merci à toi.